Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui ne va pas plaire à beaucoup de puristes dans l'énergie libre. Je vais simplement vous montrer et vous démontrer que le moteur Bedini en fait, ne peut pas produire d'excédent d'énergie. Alors je vais vous expliquer très simplement d'abord ce que le Bedini prétend et après je vais vous montrer pourquoi le Bedini ne peut pas avoir ce qu'on appelle vulgairement de l'énergie libre ou des excédents d'énergie. Ne pas confondre le terme surinité et surnuméraire. Surinité, ça fait appel en fait à les violations des principes de la thermodynamique. Alors, au passage, tout principe de la thermodynamique, toute loi est basée sur des modèles. Au jour J, tout modèle peut être soit modifié, soit réévalué, et j'en passe et j'en passe. Le surnuméraire, qu'est-ce que c'est? C'est comme les pompes à chaleur. Vous pouvez avoir, justement, dans les pompes à chaleur, vous pouvez mettre 1000 joules et avoir 4000, 5000 joules pour utilisation, en appelant une source d'énergie secondaire. Donc voilà, donc aujourd'hui, je sais que ça va faire chier, parce que je suis tombé sur une vidéo d'un mec, c'est Limitless Power, je ne sais plus quoi, un truc qui est en train de faire un peu fureur. Le mec, je veux dire, il présente beaucoup mieux que moi les vidéos. Et, et ce qui se passe, c'est que ce mec-là, il est toujours en train de dire, alors d'ailleurs c'est assez drôle, parce que il redit un terme que John Bedini disait. Il disait, oui, on a des excédents d'énergie, sauf qu'on ne peut pas les mesurer, c'est trop compliqué parce que nanani, la façon dont ça s'exprime, on ne peut pas les mesurer. Bah, déjà, rien que là, vous voyez, il y a déjà une couille dans le pâté. C'est parce que finalement, si on exploite une forme d'énergie aujourd'hui électrique qui nous fait un travail et qu'à côté, bah, en fait, la seule façon de recharger des batteries jusque-là, c'est une énergie qu'on peut mesurer, qu'on peut… voilà. Donc, à partir de là, ça commence à sentir. Vous savez, moi ici, j'ai tout un tas d'appareils. Ça fait des années et des années et des années que je fais de la métrologie. Je mesure tout ce qui est énergie. C'est quand même… quand même en confidence, vous avouerez que c'est quand même trop facile de dire on ne peut pas mesurer d'excédent d'énergie parce que c'est une nouvelle forme d'énergie. L'énergie électrique, ça reste de l'énergie électrique. Point. D'accord? Donc voilà. Et je vous montrerai après, alors je referai un petit débrief, et après je vous montrerai en fait les avancées sur mon moteur. Alors c'est la partie 1 de cette vidéo-là, parce que j'ai pris du retard concernant l'impression des électroaimants. Donc, il me reste encore 2 électroaimants, 2 supports d'électroaimants à imprimer. Et vous verrez dans la prochaine vidéo, justement, pourquoi ce moteur est totalement différent de celui de Bedini et d'autres. Parce que, bref, vous allez voir, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous montrer tout ça. Alors voilà, on va arriver dans les explications. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai en lien 3 PDF de John Bedini et vous verrez que c'est, pour moi, c'est un gros ramassis de bêtises sans nom. Dire que ce n'est pas possible de mesurer l'énergie parce que nanani nanana. Bref, vous verrez, je vous laisse le lire, je l'ai lu en long, en travers, en large. Le Bedini, je l'ai fait il y a plus de 10 ans. De ça, j'ai d'autres personnes qui ont fait le Bedini. J'en connais aucun qui l'utilise pour sa propre alimentation. Donc, on va faire très simple. Le Bedini, qu'est-ce que c'est? C'est une roue avec des aimants et autour, il a en fait des bobines. Alors, il dit que ce qui se passe, il dit qu'il met plusieurs bobines. Vous savez, il les enroule en fait en multibrin et il dit voilà, en les mettant en multibrin, etc., on a plus d'excédent d'énergie. Mais si vous regardez le circuit de John Bedini, c'est simplement en fait une alimentation. Donc ici, vous avez le plus. Ici, vous avez ce qu'on appelle le drain de l'IGBT ou du transistor, enfin d'un interrupteur. Et ce qui se passe, c'est qu'après, vous êtes à la masse. Pour ceux qui n'ont jamais fait attention, moi je sais que quand j'étais chez mes grands-parents, ils avaient des vieux interrupteurs et les lamelles contact étaient quand même assez usées. Et je m'amusais, vous savez, comme dans les films, quand les lumières vibraient, je m'amusais en fait à mettre pile poil la lamelle vite fait en petit contact tout doucement. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, vu que les fils, tout est quand même inductif, c'est même un fil qui est droit, et il génère un champ magnétique autour de lui. Et ce champ magnétique-là, quand je jouais, c'est-à-dire que je faisais monter le champ magnétique dans les fils, et qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène qui s'appelle l'effondrement du champ magnétique, qui génère en fait un pic de surtension, parce que ce champ magnétique-là, vous injectez un courant, ça génère un champ magnétique, et ce champ magnétique-là, si vous ne l'avez pas utilisé, j'insiste bien, si vous ne l'avez pas utilisé,
vous pouvez le récupérer en totalité au moment où vous ouvrez l'interrupteur. D'accord? Clairement, il y a aussi quand même des pertes. Hein. Il y aura les pertes résistives, que ça, tant qu'on n'est pas en supraconductivité, on ne peut pas y échapper. Donc clairement, qu'est-ce que le Bedini fait? Vraiment, mais vraiment, c'est hyper bête. Il dit qu'il injecte un courant dans les bobines, ça fait tourner le rotor, et que le rotor, en fait, il y a une deuxième bobine de déclenchement qui va ouvrir l'interrupteur, enfin ouvrir et fermer, commander l'interrupteur, et en fait, finalement, il récupère l'effondrement de ce champ magnétique. C'est juste ça, en fait. C'est vraiment un truc de fou. Alors, il y a aussi une deuxième chose. Quand Bedini dit, finalement, en gros, alors ça me fait rigoler, c'est une putain d'incohérence qu'il raconte mais partout. Il dit, non, ce n'est pas un moteur. En gros, il dit juste le rotor, il est là pour, en fait, piloter l'ouverture et la fermeture du transistor. Dans ce cas-là, tu prends un générateur de fréquence, tu le mets, et hop, et merci, et voilà. Et moi, je n'ai pas besoin de rotor pour faire osciller un champ magnétique d'aimant. Donc ça, je trouve ça totalement déjà bizarre. On va dire qu'il y a énormément d'incohérences dans les discours de John Bedini d'un point de vue électrotechnique. Voilà. Donc, clairement, il y a une deuxième chose qui est à prendre en compte, et ça, c'est, enfin une deuxième chose ou troisième chose, je ne sais plus à combien j'en suis, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la force contre-électromotrice. Alors, qu'est-ce que c'est la force contre-électromotrice? Alors, on va faire très simple. J'ai un aimant, j'ai un bobinage. Quand ce bobinage-là est ouvert, donc il n'est pas mis en court-circuit, d'accord? Quand je vais prendre un aimant et je vais le faire passer à l'intérieur, d'accord? Et que je vais le faire osciller. Hop là, je vais le faire osciller. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que, ici, on va dire que j'ai un nord et là j'ai un sud. Quand il va rentrer et quand il va sortir, il ne va rien se passer. Il va absolument rien se passer. Pourquoi? Parce que le bobinage est ouvert. Donc, si je déplaçais l'aimant avec un bobinage ouvert, c'est comme si en fait il n'était pas là. Voilà, clairement, très simplement. Si par contre, je court-circuite le bobinage, alors bon là la vidéo vous n'allez rien voir, hein, mais voilà. Si je court-circuite et rien sentir d'ailleurs, si je court-circuite le bobinage, il y a un phénomène très particulier. C'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice. Bon, pas de dégâts. Donc, je reprends. Dans force contre-électromotrice, ici, j'ai mon générateur. D'accord? Donc, en fait, c'est lui qui va générer en fait, une variation de flux dans mon bobinage. J'essaye de faire très simple pour que vous puissiez me suivre. Et ce qui va se passer, c'est que ce champ magnétique, il y a un champ magnétique autour de mon aimant. Et il va se passer quoi? C'est que quand je vais déplacer l'aimant, le flux il va varier au sein du bobinage. Et à partir de là, il va se passer un phénomène, alors ça se fait très rapidement, c'est que dedans, il va y avoir un courant qui va s'établir. Mais qu'est-ce qui se passe si j'injecte un courant, d'accord, dans une bobine? Cette bobine se transforme en électroaimant. C'est comme un aimant comme ça, mais en fait un aimant qui est tout simplement artificiel, on va dire. Il y a un phénomène qui est force contre-électromotrice. Donc ici, je suis moteur, d'accord, j'ai le mouvement moteur. Et ici, je suis contre-électromoteur. C'est-à-dire que, il va se passer que ici, si j'ai du nord et que je vais rentrer, mon bobinage, il va générer un nord. Nord contre nord, si par exemple j'ai les deux aimants ici, bon, vous ne le verrez pas, mais si je prends un nord et un nord, ça va être très dur, d'accord, il va falloir que je force, il va falloir que je donne de l'énergie. Donc finalement, pour faire varier le courant au sein de la bobine, il va se passer quoi? Il va falloir que je force contre l'électroaimant. Et c'est là d'où vient la terminologie contre-électromotrice, donc moteur. C'est que finalement, c'est comme si j'avais deux aimants qui variaient face l'un à l'autre et il fallait que je dépense de l'énergie. Mais il va se passer quoi quand je vais retirer l'aimant? Il y a quelque chose qui est très simple, c'est que finalement, le champ magnétique, lui, va s'effondrer et quand il va s'effondrer, il va prendre une polarité opposée. Donc en fait, quand je vais m'éloigner, le nord de l'aimant, lui, ne va pas changer, mais par contre, la polarité de mon électroaimant, lui, va varier. D'accord? Il va se passer quoi? Je vais me retrouver avec un sud. Et comme tous les aimants, nord et sud, c'est très dur. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice. Voilà. Et finalement, on va faire un truc très simple. C'est un exercice de pensée. Vous prenez un moteur, et dans ce moteur-là, quand vous faites
quand vous injectez du courant, d'accord, dans les bobinages, bah, vous allez faire tourner le rotor. Alors, on va prendre un moteur asynchrone classique, industriel. Et bah, dans ces moteurs qu'on dit à cage d'écureuil, et bah, il se passe un phénomène, c'est que quand on injecte du courant, et bah, le courant, comme dans un transformateur, d'accord, donc ici, ah mince, j'ai qu'un seul bobinage, tant pis. Mais c'est comme si j'avais un bobinage ici avec un autre bobinage au-dessus. Ça fait un transformateur. Donc j'induis un champ magnétique qui oscille dans le second bobinage, voilà, pour produire en fait justement cette force contre-électromotrice. Et dans un moteur, on va se servir de cette force contre-électromotrice pour tourner le moteur. Donc finalement, pour faire clair, parce que je ne mets pas de dessin, je ne mets pas de... Vous ferez vos propres recherches. Quand vous injectez un courant dans les bobinages du moteur dit statorique statique, et ben le secondaire, le rotor, lui, il va générer un champ magnétique en opposition. Et ce champ magnétique en opposition, et ben il va se passer quoi? Il va faire tourner le moteur. Et ben finalement, vous allez dépenser une énergie, un champ magnétique pour produire. Parce que pour produire un champ magnétique d'un bobinage, si vous injectez un courant, vous produisez un champ magnétique autour du bobinage, et si le système était supraconducteur, bah, en fait, on n'aurait pas de perte au joule. Là, on pourrait se dire, bah, dans ce cas-là, si on a un moteur qui est en mode supraconducteur, bon, bah voilà, c'est gagné, on a un moteur perpétuel et ça fonctionne. Mais non. Pourquoi? Parce qu'on a cette force contre-électromotrice qui, imaginez si cette bobine était supraconductrice, et bah, le champ magnétique qui sort de la bobine, et bah, ça serait à toute réaction est égale à une réaction égale et opposée. Et bien finalement, c'est pareil. Si le champ magnétique, lui, imaginez, il naît, et que ici, j'ai mon aimant qui va être en répulsion, et ben, ce qui va se passer, c'est que ce champ magnétique, lui, il va subir une contrainte. Mais cette contrainte, imaginez, c'est comme si j'injectais de l'eau dans mon tuyau, et mon tuyau, au début, il n'a rien, et quand je monte la pression dans le tuyau il va se dilater. Imaginez que ça, c'est un champ magnétique. Et si je n'ai pas utilisé, le fait que le tuyau se dilate et que je ne me suis pas servi de cette dilatation pour produire une force mécanique, il va se passer quoi? Il va se passer très simple, c'est que je vais pouvoir récupérer cette énergie, elle va revenir à la source. D'accord? C'est la notion d'énergie réactive. Je ne parle pas de puissance réactive, je parle d'énergie réactive magnétique. Donc en fait, finalement, vous l'aurez compris, pour déplacer cet aimant, avec un champ magnétique, il va se passer quoi? Je vais avoir un contre-travail qui me demandera finalement d'injecter plus d'énergie réactive, d'accord, pour qu'elle soit transformée en mouvement moteur. Voilà, donc, moralité, théoriquement, dans tout moteur, et je dis bien théoriquement dans tout moteur avec des aimants ou des électroaimants, enfin, dès que vous transformez en fait un champ magnétique d'un bobinage sur un rotor qui tourne et j'en passe et j'en passe, vous avez toujours une force contre-électromotrice. J'insiste bien, force contre-électromotrice. Pourquoi? C'est que vous allez voir, c'est comme je vous l'ai dit, si je déplace l'aimant, il va se passer quoi? Quand je vais déplacer l'aimant, mais il va se passer aussi une chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'injecte un courant dans notre self. Et c'est là que vous allez voir la beauté du truc, c'est que quand j'injecte un courant dans ma self, il va avoir une certaine phase. Ça, un jour, je vous montrerai peut-être à l'oscillo, c'est un peu plus compliqué. Mais mon courant, d'accord, il va avoir une certaine phase. Mais finalement, quand l'aimant, lui, si je le fixe, la phase, elle, ne va pas changer. Mais au moment où mon aimant va se déplacer, vu qu'il induit un courant égal et opposé lié en fait à l'énergie réactive du champ magnétique, il va se passer quoi? Il va se passer simplement que finalement, on va avoir en fait un courant induit dans notre bobinage par le déplacement de l'aimant en antiphase, d'accord? Ou en antiphase à certains degrés. Okay, voilà. Et ça, tout ça, je peux le montrer, je peux le démontrer. Et ça, c'est ma façon d'expliquer la force contre-électromotrice de façon un peu plus tangible, un peu plus mesurable à l'oscilloscope, parce que si vous regardez la force contre-électromotrice, on ne vous expliquera que simplement, vous faites ça, ça fait ça, nanana, etc., etc. Alors que essayez de voir quelle est la force contre-électromotrice. Enfin bref, ça sera un débat sur une autre vidéo. Voilà.
Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo un phénomène avec, alors ça c'est un bobinage, alors celui-là il est pas en bifilière, mais j'ai un autre bobinage qui est en bifilière, et je vous montrerai dans la prochaine vidéo quelque chose qui est assez dingue, mais quand je vous dis qui est assez dingue, c'est au niveau des bobines bifilières, avec les champs magnétiques, les effondrements de champs magnétiques sur des bobines bifilières et avec du courant continu. Voilà, très simplement, vous verrez, c'est un truc de dingue. Retenez bien, en fait, la plupart des scientifiques, ils se concentrent là où ils voient les phénomènes, mais ils n'essayent jamais de se concentrer là où les phénomènes ne sont pas. D'accord voilà, on a tendance, c'est un peu comme une musique. Vous allez voir, c'est assez dingue, c'est comme une musique, c'est la suite de bruits, d'accord, qui donne la musique, mais on a tendance à oublier, c'est que c'est le silence entre les notes qui permet d'avoir en fait une mélodie. Parce que s'il n'y avait que des notes et il n'y avait pas de silence entre les notes, bah, il n'y aurait pas de musique, il n'y aurait que du bruit, d'accord. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le moteur et pour cette vidéo, ça sera terminé et demain, je vous ferai une autre vidéo. Alors, voilà le moteur. Donc, je vous montrerai dans la prochaine vidéo que quand je fais tourner ce moteur via le variateur de vitesse, eh ben, je vais vous montrer un truc qui est totalement dingue. C'est que quand je court-circuite tous les bobinages de ce moteur, eh ben, vous allez voir que la consommation de ce moteur n'augmente pas. Mais c'est là où en fait c'est complètement dingue, c'est que finalement, ce moteur je l'éteins et que j'injecte un courant dans les bobinages, et ben, finalement le moteur tourne. D'accord. Et je vous montrerai aussi une autre chose, c'est que quand j'injecte justement du courant continu dans le moteur, donc j'utiliserai en fait une alimentation stabilisée et j'en passe, ben vous allez voir un truc, c'est que quand je fais tourner justement le moteur, on a zéro variation de courant dans nos bobinages, ce qui démontre qu'on n'a pas de force contre-électromotrice. Alors vous me voyez pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. C'était pour vous amener sur ce moteur et vous montrer qu'effectivement, si on n'a pas de force contre-électromotrice dans un moteur, c'est que finalement, la source d'énergie qui permet de faire tourner le moteur n'est pas celle qui est mise dans les bobines. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'ensemble, voilà. Donc demain, je vous montrerai aussi finalement ce que c'est finalement une force contre-électromotrice aussi. C'est que, par exemple, quand j'injecte du courant dans un moteur, celui-là classique, d'accord, j'injecte un courant, et ici, si je tourne, vous verrez que dans un moteur comme ça, classique, ou même d'ailleurs celui-là, vous verrez une chose, vous verrez que simplement, quand je tourne en fait le rotor et que j'injecte un courant dedans, vous allez voir qu'il y aura le courant continu et ça va osciller. Ça montre bien une force contre-électromotrice. Pour d'autres qui se disent oui, mais est-ce que c'est vrai? Je vous montrerai aussi sur ce moteur-là. Donc, c'est des moteurs, tout simplement, avec un bobinage des éléments. C'est des moteurs brushless, celui-là aussi. Et celui-là, c'est un moteur hybride brushless qui permet justement d'avoir finalement tous ces phénomènes qui permettent les excédents d'énergie. Bon, voilà, beaucoup de blabla, mais bon, il m'a paru essentiel de recadrer un peu tout ça pour vous montrer que le Bedini, lui, est pour moi, en fait, ça a eu une hype de fou. Et finalement, j'ai toujours été assez surpris de ne jamais voir de bilan d'énergie dans tout ce qui est Bedini, parce que même si Bedini, il dit oui, mais ce qui se passe dans la batterie, c'est ça qui fait les excédents d'énergie. Je veux dire, il y a bien des signaux électriques, un courant électrique, une tension aux bornes de la batterie, au niveau des bobinages. C'est très facile de prendre un oscilloscope, de calculer l'intégrale et j'en passe, et même l'énergie qui est prise de la batterie en entrée. Enfin voilà, c'est très facile et c'est ça qui moi, me turlupine et qui m'énerve parce que c'est des mecs comme John Bedini. Je pense que paradoxalement, il a créé une hype dans le domaine de l'énergie libre, mais finalement, il a desservi le domaine de l'énergie libre parce que finalement, il a créé un produit qui a eu une hype et que finalement… D'ailleurs, je pourrais me poser la question, est-ce que c'est peut-être pas un mec de la CIA qui a fait exprès pour justement décrédibiliser l'énergie libre? Je ne sais pas. Voilà. Libre à vous de penser ce que vous voulez.